ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition. Voici les titres. Une délégation maltaise est actuellement en principauté. Le vice-premier ministre de cet État insulaire d'Europe du Sud est actuellement en visite à Monaco. Retour sur cette seconde journée de travail. Notre invité, le président du Conseil national. Nous verrons avec Thomas Brezo le bilan de l'année écoulée, les projets pour l'année 2026. Suite de notre série consacrée au Forum économique de Davos. Cette ville suisse est au cœur en ce moment des enjeux géopolitiques. L'avenir du Groenland s'y joue. C'était en direct cet après-midi sur Monaco Info, le départ du Rallye Monte-Carlo qui ouvre le championnat du monde WRC. Avec nous ce soir, l'athlète monégasque qui représentera Monaco au JO en ski, Arnaud Alessandria. Le tribunal du travail a organisé son assemblée générale, l'occasion pour nous de découvrir comment fonctionne cette juridiction. Et enfin, on a parlé culture hier au Novotel lors de la conférence organisée par le groupement politique Génération Monaco. Et pour débuter cette édition, retour sur la visite à Monaco du vice-premier ministre de Malte, Jan Borg. Alexandra Pani et Hugo Comassin ont suivi cette délégation maltaise sur cette seconde journée de travail. On vous en donne les grands axes de discussion et d'échange dans ce reportage. Micro-État tourné vers la Méditerranée, Monaco et Malte possèdent de nombreux points communs et entretiennent des liens étroits depuis 1950, même si les relations diplomatiques sont officiellement établies à partir de 2007. Les deux pays se rencontrent et échangent régulièrement dans les instances multilatérales. Cette visite en principauté permet d'approfondir ce dialogue de longue date autour de plusieurs thèmes communs. Nous avons eu l'occasion de présenter l'économie de la principauté, les attraits du tourisme ici à Monaco, et puis également le volet yachting, puisque à la fois Malte et Monaco partagent cette façade méditerranéenne et nous avons identifié là aussi différentes pistes de collaboration. Cette visite de travail de 2 jours du vice-premier ministre Jan Borg était la première en principauté d'un haut responsable du gouvernement maltais. La principauté compte déjà des investissements à Malte avec notamment l'opérateur Monaco Telecom. Des pistes de collaboration sont aussi envisagées dans le domaine du yachting mais aussi du tourisme. It was very beneficial to listen to each other and I'm sure this will also open more areas of opportunities and collaboration between the two countries. We are doing our utmost to go for more premier and exclusive tourism product, which is something that requires partners, investors, and therefore you look at who did all this before you, and Monaco is definitely topping that list. À l'occasion de ces 2 jours de travail, notons également la signature d'un avenant à l'accord de non-double imposition de 2018. Au niveau international, l'OCDE a introduit un certain nombre d'innovations, notamment le mécanisme dit de BEPS, qui tente à, disons, réglementer la concurrence fiscale entre pays pour éviter que cette concurrence ne devienne trop agressive, etc. Et alors, du fait des évolutions du BEPS auxquelles l'ensemble des pays de l'OCDE ont adhéré, ça implique un certain nombre de modifications sur l'accord existant. Nous mettons à jour notre accord avec Malte, et puis c'est une occasion de rencontrer nos homologues maltais, d'avoir des discussions qui sont très intéressantes des deux côtés. Une visite de travail riche qui s'est conclue en la résidence du ministre d'État autour d'un cocktail déjeunatoire. Toujours sur le Rocher et au même moment, au Conseil national, les élus ont présenté leurs vœux à la presse ce jeudi matin. Un tour de table pour parler notamment de l'avenir pour la principauté. Eh bien, le président du Conseil national est avec nous. Voici son entretien. Thomas Brezo, bonsoir. Bonsoir Fabien. Vous avez donc présenté vos vœux à la presse. Vous en avez profité pour faire le bilan de l'année écoulée. En résumé, qu'est-ce que vous pouvez dire de cette année 2025 ? Quels ont été les grands chantiers du Conseil national ? Une année particulièrement chargée qui s'est voulue dans la continuité de ce qui avait été fait au cours de l'année précédente, puisque malheureusement il y a eu le décès de Guillaume, puis l'intérim d'Isabelle Béraud, l'épisode Philippe Métou et enfin l'arrivée de Christophe Mirmand. Donc au niveau du gouvernement, il a fallu que les choses se mettent en ordre de marche à nouveau. Donc on a poursuivi les chantiers qui avaient été entamés au cours de l'année 2024, que ce soit le centre commercial de Fontvieille, la mobilité, puis les chantiers habituels, le logement des Monégasques avec l'opération domaniale intermédiaire, l'agence domaniale, tous ces sujets-là qui ont été continués. Puis il y a eu quand même le travail législatif important
important, hein, quand même. Outre les 2 lois de budget, il y a quand même 8 propositions de loi qui ont été déposées, 14 projets de loi qui ont été votés, une proposition de résolution également qui a été adoptée. Alors justement, de quoi peut-être êtes-vous le plus fier? Quelles sont vos satisfactions concernant cette année 2025? Alors, il y a une différence entre la fierté et la satisfaction. Oui. Il y a eu, au niveau de la fierté, il y a quand même eu le dépôt de cette proposition de loi sur l'IVG. Même si le processus n'a pas abouti, c'est quand même une fierté d'avoir pu représenter les Monégasques et de s'être inscrit dans notre rôle institutionnel. Et ça reste une déception également, en même temps? Une déception que le projet ne soit pas arrivé à bout. Mais après, c'est le jeu, on va dire. C'est le jeu, c'est le sens des institutions. Voilà, on a nos prérogatives, l'exécutif a les siennes. C'est reculer pour mieux sauter, ou on enterre le dossier, justement? L'enterrer, je pense pas. Hein. Il va falloir une évolution des mentalités. On évolue lentement, malheureusement, mais enterrer, je ne dirais jamais ça. Alors, vous travaillez en collaboration depuis plusieurs mois maintenant avec le ministre d'État. Comment se déroule cette collaboration, ces séances de travail, cette entente? Comment ça se passe? Les relations sont très bonnes. On a un discours, un dialogue qui est totalement transparent, sincère, spontané. Donc moi, j'échange très très régulièrement avec Christophe Newman. Encore il y a quelques minutes, on s'est vu, même si on ne s'appelle pas au téléphone, on se croise dans les manifestations. On trouve toujours le moyen d'évoquer 1 ou 2 dossiers au passage. Donc voilà, non, j'ai Les méthodologies sont bonnes, oui. Tout à fait, non, c'est quelqu'un qui est pragmatique, qui travaille énormément les dossiers, qui connaît ses sujets, qui prend le temps de la réflexion aussi. Mais voilà, on arrive à dialoguer, on arrive à échanger sur les sujets. C'est quelqu'un qui est à l'écoute de la position du Conseil national et donc de la population monégasque. Et c'est ce qui est important pour nous. C'est justement par ce dialogue-là, on a pu éviter un certain nombre de débats inutiles, stériles, qui mènent à rien. Donc effectivement, le dialogue est essentiel dans l'échange institutionnel, tel que le veut la Constitution, pour parvenir à ce consensus qui permet de faire avancer les sujets. Alors je voudrais que l'on parle de l'avenir de 2026. Si j'ai bien compris, votre cheval de bataille cette année, ça va être l'entrepreneuriat, c'est ça? Alors c'est pas cette année, c'est pas forcément que cette année. Mais vous l'accentuez cette année quand même. Mais on va mettre l'accent dessus. Oui. Pour plusieurs raisons, hein. C'est que déjà il y a eu le vote de la loi sur le premier volet, on va dire, des lois de modernisation du droit des sociétés, avec le deuxième volet et la loi sur les experts comptables qui va arriver au cours de l'année 2026. Il y a le Monaco Boost également qui arrive à saturation, mais qui était porté par le Conseil national. Il ne faut pas oublier que c'est un sujet porté par le Conseil national lors de la mandature de 2018, qui a été mis en œuvre, qui a prouvé son efficacité et qui maintenant, aujourd'hui, arrive aux limites de place. Donc aujourd'hui, il y a 2 solutions. Soit on réduit la durée d'hébergement des entreprises, soit on agrandit le boost. Donc on a opté pour la deuxième solution parce que ces entreprises monégasques-là, ces jeunes entrepreneurs qui investissent dans le futur de Monaco et donc dans l'économie monégasque, sont essentiels pour la vie économique de la principauté et pour la bonne santé financière de Monaco. Donc il faut les encourager, il faut leur permettre de se maintenir à Monaco le plus longtemps possible et pas au contraire dire voilà, vous avez monté votre entreprise et puis maintenant vous allez ailleurs voir comment ça se passe et puis voilà. Non, il faut encourager nos entrepreneurs. Il y a eu d'autres démarches sur lesquelles nous avons travaillé, notamment les aides à l'installation, voilà, qui est une bonne chose, hein, le gouvernement participe financièrement à l'installation des jeunes entreprises à Monaco, mais ces aides-là ont été établies il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, le mode de fonctionnement n'est plus le même que celui qu'il était à l'époque. Et on a établi un fascicule qui reprend l'ensemble des idées qu'on souhaiterait mettre en œuvre pour permettre justement de faciliter l'entrepreneuriat en principauté de Monaco. Alors vous prenez, si j'ai bien compris, la semaine de 4 jours dans le service, dans le secteur privé, mais également dans le secteur public. Alors déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est que la semaine de 4 jours? Qu'est-ce que vous appelez la semaine de 4 jours? En fait, c'est une question... On n'est pas dans les 35 heures là, hein, c'est pas ça? Ah du tout. Oui. Non, du tout. C'est une question de mobilité à la base. Puisque si on pousse à la semaine de travail de 4 jours, c'est-à-dire que le salarié, ou dans le public, le fonctionnaire ou l'agent de l'État, effectuera son temps de travail de 39 heures, non pas en 5 jours, mais en 4 jours. D'accord.
Donc les journées de travail seront plus longues, mais ce qui permettrait donc effectivement aux salariés de travailler 4 jours, d'avoir 3 jours de repos et donc de désengorger les voies de circulation de 20%. Si on fait mécaniquement, si tout le monde travaille un jour de moins, on gagne déjà 20% de trafic en moins. Tout le monde c'est pour la mobilité qu'on fait ça en priorité ou pas? L'idée a été lancée initialement pour la mobilité, oui. On a un modèle économique qui est basé sur une augmentation croissante des effectifs salariés en principauté de Monaco pour parvenir à peu près entre 110 000 et 120 000 salariés en principauté de Monaco à l'horizon 2050. Sinon, c'est tout le régime à côté du régime social, le régime des retraites, et toute l'économie monégasque. On voit le budget qui est passé de 1 milliard à 2 milliards, presque 2 milliards et demi en moins de 10 ans. Voilà, il faut trouver des recettes, donc il faut trouver des activités, et donc qui dit des activités, dit forcément des salariés. Et donc ce modèle-là est calculé sur la croissance des salariés qui viennent en principauté de Monaco. Mais les salariés, il faut les faire venir. Donc tous ces sujets que nous évoquons régulièrement autour de la mobilité, dont le métro pour pas le citer, ou le ferroviaire ou autre, qui est la solution aujourd'hui privilégiée par le gouvernement. Mais après, il y a d'autres mesures. On ne peut pas tout miser sur une seule et même solution. Alors pour finir, je vous laisse la parole. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur cette année 2026 et sur les projets là, dont on n'a pas encore parlé pendant cet entretien? Ils sont multiples. On a un pays dont l'économie se porte bien. On peut s'en réjouir. Pour autant, il ne faut pas rester là les bras croisés et dire tiens, c'est cool, ça se passe comme ça et ça tombe tout seul. Non, il faut être proactif. Il faut faire preuve d'audace dans tous les domaines. Donc c'est ce que nous encourageons le gouvernement à faire. Thomas Brézot, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Des nouvelles de la Suisse à Davos. La Monaco House a refermé ses portes hier au soir après une journée de conférences et d'échanges autour de l'attractivité et de l'innovation durable. Des échanges qui ont également tourné autour des sujets politiques qui font l'actualité du forum, à savoir les déclarations du président américain Donald Trump. Retrouvons tout de suite notre envoyé spécial sur place. Bonsoir Théo Schumer. Vous nous proposez ce soir un éclairage sur ce qui a animé les débats hier au Monaco Day. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Oui, d'abord quelques mots sur la forme. Le Monaco Day a été un véritable succès. Il a accueilli beaucoup de monde. Et puis vous le disiez, ces discussions qui portaient avant tout sur des thèmes chers à la principauté, comme l'avenir du yachting, l'économie bleue, l'attractivité ou encore l'intelligence artificielle, eh bien se sont trouvées également portées par l'actualité politique. Car en effet, le Monaco Day se tenait bien en marge du forum de Davos. Mais pour autant, comment ne pas évoquer l'arrivée tonitruante de Donald Trump hier après-midi? Je rappelle que ce forum s'est ouvert lundi dans un contexte géopolitique déjà tendu face à l'opposition des pays membres de l'Alliance transatlantique de voir le président des États-Unis racheter le Groenland. Ce dernier avait décidé la semaine dernière d'imposer des droits de douane supplémentaires à plusieurs pays européens. On s'attendait donc ici, pour couronner le tout, à un discours vitriol du dirigeant contre ses alliés européens. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Voici un extrait de son passage à la tribune du forum hier après-midi. It's great to be back in beautiful Davos, Switzerland, and to address so many respected business leaders, so many friends, few enemies. It's the United States alone that can protect this giant mass of land, this giant piece of ice, develop it and improve it and make it so that it's good for Europe and safe for Europe and good for us. And that's the reason I'm seeking immediate negotiations to once again discuss the acquisition of Greenland by the United States. Probably won't get anything unless I decide to use excessive strength and force where we would be, frankly, unstoppable. But I won't do that. Ces provocations et les tentatives de négociation du leader américain avec l'OTAN et le Danemark sur le sort du Groenland ont beaucoup fait réagir les représentants européens, évidemment. Écoutez ce qu'en pense, par exemple, le ministre des Affaires étrangères français que nous avons croisé ce matin dans les rues de Davos. Je crois qu'il y a une discussion au sein de l'OTAN, ce que nous avions proposé pour que la sécurité de l'Arctique et du Groenland puisse être assurée. C'est notre responsabilité puisque la sécurité de l'Arctique conditionne aussi la sécurité de l'Europe. Donc, vous y croyez à cet accord donc? On y participera pleinement. Et je vous le disais, chez nous aussi, à la Monaco House, les débats ont pris en compte les inflexions américaines quand il s'agissait de parler économie, par exemple, parce que forcément ça change tout. Et nous avons même eu la surprise de voir débarquer sur scène un ancien fidèle de Trump, Anthony Scaramucci, directeur de la communication de la Maison-Blanche en 2017, qui avait été limogé au bout de 10 jours seulement pour mauvaise conduite vis-à-vis de ses collègues. Il avait ensuite changé de camp
en apportant son soutien au candidat démocrate Joe Biden quelques temps plus tard à la présidentielle. Maintenant, il s'est reconverti en développant son propre fonds d'investissement. C'est à ce titre qu'il était là hier. Et il en a donc profité pour se montrer très critique à l'égard de son ancien patron Donald Trump. Son avis à notre micro. He is an American that we have two parties in our country. Even though I'm part of his party and once worked for him, I wholly disagree with him. And I think it's important that people understand that there is dissent in America for what he's doing and what he's speaking about. And the notion that we would disrupt 80 years of peace and 80 years of collaborative prosperity, I think is nonsensical. But I don't even think that's his aim. I think his aim is probably more to get attention than anything else. Et pendant que se déroulait le Monaco Day un peu plus bas, sur l'artère centrale de Davos, une manifestation était en cours. Alors on avait déjà beaucoup vu de protestataires anti-Trump en amont du forum, mais cette fois rien à voir, il s'agissait de manifestants iraniens qui espéraient voir passer le cortège du président Trump. Ils étaient là pour lui demander de prendre parti contre le régime des Mollahs et en faveur du retour du Shah d'Iran, l'héritier de la dynastie Reza Pahlavi. Nous avons pu recueillir le témoignage d'une manifestante. There are so many blood on the streets. I get all these videos from my homeland. And the people go with their camps on the streets and film the ground, and there are everywhere blood stains, and it's just horrible. They shoot even pregnant women and children. Mr. Peace President Trump is here, and we want him to hit the mullahs as hard as he can. And free us. Our people can't free themselves. Voilà donc pour cet éclairage consacré aujourd'hui au contexte géopolitique très tendu dans lequel s'est ouvert et poursuivi ce Forum économique mondial de Davos édition 2026 et le Monaco Day. Et donc on continue de suivre ça avec attention. Et pour ce qui est de la suite de l'actualité monégasque ici, notez que le prince Albert II est arrivé ce soir à Davos pour assister à des réunions bilatérales. En bref, Valentin Vachereau a passé le deuxième tour de l'Open d'Australie en battant en 4-7 le local de l'étape, Rinky Hijikata, 6-1, 6-3, 4-6, 6-2. Valentin sera opposé samedi à l'Américain Ben Shelton au troisième tour de ce tournoi du Grand Chelem. Vous l'avez peut-être suivi en direct sur notre chaîne cet après-midi. Le départ du 94e Rallye Monte-Carlo a été donné sur le port Hercule. 66 équipages se sont élancés. On retrouve sur place Frédéric Hélion et Franck Phillips. Messieurs, qui est capable de battre Sébastien Ogier à part lui-même? C'est une très bonne question, Fabien. On peut déjà rayer de la liste des prétendants Kalle Rovanperä, le double champion du monde 2022 et 2023, a arrêté le rallye. Il est passé à la monoplace, il est au Japon en Super Formula. Ott Tanak, lui, a mis pause sur sa carrière en rallye. Lui aussi n'est pas sur ce Monte-Carlo. Par contre, mon cher Franck Phillips, parmi les prétendants à la victoire, eh bien, on a déjà de sacrés enseignements sur cette première spéciale. Oui, tout à fait, Frédéric. En fait, on ne s'attendait pas à de tels écarts sur ces 15 premiers kilomètres, parce qu'on a un peu dit tout à l'heure pendant la retransmission du départ, des écarts avec des pneumatiques diverses et variées, certaines montes de pneus que chaque pilote a choisi par rapport aux conditions de route. Et là, on s'aperçoit que pour certains, la note commence à être salée. C'est donc Elfyn Evans, le gallois de chez Toyota, qui a signé le meilleur chrono. Et puis derrière, eh bien, par exemple, Sébastien Ogier a perdu 12 secondes. Toujours chez Toyota, Solberg n'en prend que 5. Par contre, chez Hyundai, c'est la catastrophe. Thierry Neuville, 43 secondes et demie de perdu dès la première spéciale. Ouais, ça fait, l'addition est chère pour Neuville. Ça fait 3 secondes au kilomètre, c'est énorme en termes de rallye. La belle surprise, mais on s'attendait peut-être un petit peu, c'est Solberg. Qui arrive un petit peu avec sa jeunesse et sa nouvelle fougue. Il faut dire que c'est le champion WRC2. Et donc avec cette Toyota, à suivre de très près. Et à suivre aussi parce qu'on le disait, bien, il y aura des spéciales toute la soirée et notamment avec d'autres conditions et de la neige qui est attendue. Est-ce que ça peut justement redistribuer encore une fois les cartes? Alors effectivement, on l'a dit, la 2 est pleine de neige. Donc à voir justement les pneumatiques avec lesquelles ils sont plus ou moins tous partis. Donc la 2, qui pour moi risque d'être déjà le juge de paix de cette première étape, à savoir que si les écarts continuent à augmenter, je pense que pour Neuville et consorts, ça risque d'être très compliqué ce début de rallye Monte-Carlo. Voilà, on va suivre tout ça dans la soirée. On l'a dit, lors du direct, on ne peut pas gagner le Monte-Carlo dès le jeudi soir, mais on peut le perdre. Nous vous retrouverons, messieurs, ce vendredi à 22h pour le résumé de la journée.
Les élèves du collège Charles III ont vécu une immersion exceptionnelle au cœur de l'univers du rallye, à quelques mètres seulement des pilotes et de leurs voitures. Les collégiens ont pu échanger, poser leurs questions et repartir avec autographes et photos souvenirs. Une rencontre privilégiée qui restera gravée dans leur mémoire. Reportage de Marie Bonnet-Blanc. Monter à bord d'une voiture de course, découvrir les coulisses de la compétition et dialoguer avec des pilotes de haut niveau. Pour ces jeunes, l'expérience avait des allures de moments suspendus. Entre admiration et émotion, la fierté se lisait sur les visages à l'issue de cette matinée hors du commun, vécue comme une véritable chance. C'est un rêve d'enfant qui se réalise. Franchement, j'ai vu tous les pilotes que j'aimerais voir et c'était vraiment une super expérience. On s'est fait signer la casquette, les affiches, tout ça par tous les pilotes. C'était incroyable parce que c'est une expérience que rarement dans la vie on peut faire, donc c'est vraiment incroyable. C'est ultra extraordinaire de faire ça parce qu'en plus on est la seule classe de Charles III qui a fait ça, donc c'est trop bien. Pour les pilotes dont les premières épreuves ont débuté dans la journée, cette parenthèse avec les enfants a offert un instant de légèreté avant d'entrer dans le vif de la compétition. Un temps d'échange néanmoins pris très au sérieux, chacun conscient de son rôle auprès de ces jeunes. Moi, mon message, il est clairement comme ça, parce que je suis parti de rien du tout aussi. Je leur ai expliqué qu'à la base, je suis issu d'un milieu très modeste, j'avais pas l'argent pour me lancer. J'ai fait des études dans la mécanique, dans le sport automobile, et puis un jour, j'ai gagné une sélection organisée par la FFSA en France qui m'a permis de me lancer en course. Donc du coup, voilà, il faut croire en ses rêves si on a envie de faire des choses dans la vie. Rien n'est impossible. Aujourd'hui, ça a été un peu particulier parce qu'on était ici dans le parc fermé, on était proche de la voiture, donc on a profité pour les amener un petit peu dans l'environ du rallye et particulièrement la voiture en soi. Montrer un petit peu les différences de la voiture qu'ils connaissent de papa et maman. Puis répondre aux questions, mais aussi leur montrer voilà, ce que c'est le rallye parce qu'ils connaissent tous forcément très bien la Formule 1 avec le Grand Prix à Monaco, avec Charles Leclerc. Et le rallye est quand même fort différent. Donc c'est toujours chouette pour nous aussi de rencontrer des jeunes qui, voilà, ils ont les yeux qui brillent quand ils voient des voitures, quand ils peuvent découvrir, monter dans l'habitacle. Et c'est un peu ça l'objectif aujourd'hui, de rendre les gens aussi, les enfants heureux. Nul doute que les pilotes ont gagné de nouveaux supporters pour ce week-end. Une initiative qui contribue aussi à faire découvrir le rallye, à renforcer la visibilité de ce sport et peut-être à faire naître de nouvelles vocations et de grands rêves chez les passionnés. J-15 avant les Jeux Olympiques de Milan-Cortina. Dans quelques jours, l'Italie va vivre au rythme des Jeux pour 17 jours de compétition. Aujourd'hui, le comité olympique monégasque a dévoilé la délégation rouge et blanche qui participera à ces 25e Jeux d'hiver en présence du prince Albert II. Une délégation réduite car elle sera composée d'un seul athlète, le skieur Arnaud Alessandria. Il sera notre invité dans quelques instants, mais avant cela, retour sur cette présentation qui a eu lieu au Yacht Club de Monaco avec Émilie Rousseau et Camille Caloni. C'est l'un des événements sportifs majeurs qui réunit les meilleurs athlètes au monde. Le 6 février prochain, l'Italie accueillera les Jeux Olympiques qui seront répartis entre Milan et Cortina, des 25e Jeux d'hiver qui s'inscrivent dans une histoire olympique car Cortina d'Ampezzo a déjà accueilli cet événement. C'était en 1956. C'est formidable que 70 ans plus tard, Cortina accueille les Jeux. Et Milan sera un très bel écrin aussi pour les épreuves sur glace. Mais voilà, je crois que c'est des Jeux qui s'inscrivent dans une durabilité fidèle à l'engagement pris dans les engagements du CIO vers plus de durabilité avec le plan 2020. Mais voilà, on est plein d'espoir et plein d'attentes de bons résultats positifs pour ces Jeux de Milan-Cortina 2026. À 15 jours du coup d'envoi de ces Jeux, le comité olympique monégasque a présenté la délégation qui sera présente en Italie. Un athlète portera avec fierté et détermination les couleurs de la principauté, le skieur Arnaud Alessandria. Arnaud est un skieur confirmé qui a malheureusement eu une carrière jalonnée de plusieurs blessures, mais il est bien revenu. Il a fait quelques très belles prestations au début de saison, donc il se sent prêt et on sera bien sûr avec lui, derrière lui, pour l'encourager et pour le soutenir.
Après Sochi en 2014 et Pékin en 2022, Arnaud Alessandria va connaître sa 3e participation à des Jeux Olympiques. Il reste sur un top 30 en descente et une très belle 13e place au combiné, meilleure performance monégasque en ski alpin. Je crois que c'est exemplaire. Il a fait un parcours remarquable. Et malgré une blessure cette année qui a quand même été assez importante, il est remis, il est vraiment en condition pour faire cette compétition. Et on peut considérer que, il a fait une belle carrière et surtout qu'il a abouti et terminé sur des jeux proches de la maison. Je crois que ça, c'est aussi une récompense pour lui. Arnaud Alessandria fera son entrée en compétition le 7 février prochain sur les pistes de Bormio. Le skieur Arnaud Alessandria sera donc le seul et unique représentant monégasque à ces Jeux Olympiques de Milan-Cortina. 2 autres disciplines auraient également pu être représentées, mais le bobeur Boris Vian, blessé, a dû renoncer à sa participation. Et Davide Letton-Breen, en patinage artistique, a raté de très peu la qualification pour Milan, à moins d'un désistement de dernière minute. Quoi qu'il en soit, Arnaud Alessandria va vivre en Italie ses 3e Jeux Olympiques. Il est notre invité ce soir en compagnie d'Émilie Rousseau. Bonsoir Arnaud Alessandria. Bonsoir. Vous êtes donc le seul athlète de cette délégation monégasque aux Jeux Olympiques de Milan-Cortina. Cette présentation lance officiellement le compte à rebours avant votre participation aux Jeux ? Oui, ça y est, il est lancé. On va y arriver très vite. Oui, c'est toujours important la présentation. C'est toujours un moment de partage et un moment très sympathique. Et comment vous vous sentez Arnaud ? Vous avez connu quelques pépins physiques désormais. Tout est rentré dans l'ordre. Vous êtes de retour en forme sur les skis ? Oui, alors physiquement à 100%, après sur les skis avec une préparation qui a été raccourcie due aux nombreuses blessures, je ne suis pas encore à 100% sur les skis, mais on a encore une tournée pour se régler avant d'arriver au jeu et arriver le plus en forme possible. Justement, comment s'est déroulée votre préparation ? Elle s'effectue toujours aux côtés de l'équipe de France, hein ? Oui, c'est une super équipe, il y a beaucoup d'émulation. Puis ça permet de s'entraîner en groupe, de ne pas être tout seul. Donc oui, c'est un vrai luxe de pouvoir s'entraîner avec l'équipe de France. Et vous êtes parti où pour préparer au mieux ces Jeux ? On est parti en hémisphère sud à Ushuaia en Argentine au mois de septembre. Et au mois de novembre, on est parti ensuite au Canada, à Nakiska, pour faire le gros de la préparation sur les skis. Alors à Milan, vous allez connaître vos 3e Jeux déjà. Les premiers, c'était à Sochi en 2014. C'était un peu une découverte. Puis il y a eu Pékin en 2022, où là, vous êtes allé chercher la performance. Comment qualifier ces Jeux de Milan ? Je sais pas. On les qualifiera après, mais c'est toujours un honneur de pouvoir représenter son pays sur les Jeux Olympiques. Et ça va être un très bel événement et j'ai hâte d'y être. Oui, ça galvanise de représenter son pays à des Jeux ? Oui, forcément, c'est une chance immense pour un athlète de pouvoir représenter son pays, surtout sur les Jeux Olympiques. Donc non, je suis très fier et très heureux de pouvoir représenter Monaco sur les Jeux Olympiques. Et quel regard portez-vous aujourd'hui sur votre parcours olympique ? Je pense que c'est un beau parcours avec déjà 2 Olympiades, là ça sera la 3e. Je vais arriver là-bas avec plus d'expérience. Peut-être avec un peu plus de recul et plus de sérénité pour aborder cette compétition, même si en arrivant là-bas, j'aurai quand même forcément des étoiles dans les yeux. Arnaud, vous serez le seul représentant monégasque pour ces Jeux, mais vous pourrez compter sur un soutien de taille, celui du prince Albert II. Oui, on a une chance immense d'être soutenu par notre souverain. Et qui est proche de nous, donc c'est vraiment une chance. Après, le fait d'être tout seul, c'est un peu dommage pour Monaco. C'est toujours bien d'avoir une délégation avec plusieurs athlètes, mais malheureusement pour ces Jeux, ça ne fera pas avec la blessure de Boris. Et forcément, on a une pensée pour 2 athlètes ce soir, le bobeur Boris Vian qui, blessé, a malheureusement dû renoncer au jeu, et le patineur Davide Letton-Breen qui était tout proche d'une qualification. Oui, une grosse pensée pour eux. Un très bon rétablissement à Boris en espérant qu'il revienne vite et fort. Et une grosse pensée aussi pour Davidé qui passe vraiment pas loin de la qualification. Un petit mot sur votre compétition Arnaud, quand est-ce que cela va commencer pour vous à Bormio ? Alors pour moi, ça sera début des entraînements officiels le 4 avec la descente le 7 février et le Super G le 11 février. Et bien évidemment, Monaco Info suivra vos performances de près. Merci Arnaud Alessandria d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous. Le coup d'envoi des JO avec la cérémonie d'ouverture le 6 février.
En ce début d'année, les institutions se réunissent pour dresser le bilan de l'année écoulée, faire le point sur les perspectives 2026. Le tribunal du travail ne manquait pas à l'appel avec son assemblée générale qui s'est tenue hier au soir en présence de tous ses membres et la participation du conseiller de gouvernement Christophe Robineau. Mais comment fonctionne cette juridiction? Qui sont ses représentants? Décryptage avec Alban Gingembre et Arnaud Imbert. Les 48 membres qui constituent le tribunal du travail à Monaco, ce sont eux. Un tribunal civil composé par des professionnels de tous les secteurs. Chaque métier a ses particularités. Lorsque vous avez parfois des petits litiges qui portent sur des points spécifiques dus à une profession, c'est dur si on n'est pas de la profession de comprendre et d'essayer de les résoudre. Conflits au travail ou licenciement, de nombreux dossiers sont arrivés au tribunal en 2025. Il se passe toujours un laps de temps, 18 mois, 2 ans, qui fait qu'on sait que dans un temps assez court, on va se retrouver avec beaucoup de travail au bureau de jugement. Mais avant de passer en jugement, et c'est une particularité à Monaco, chaque dossier passe par la conciliation. Notre premier travail, c'est d'essayer de concilier les deux parties. On a eu un peu plus de conciliation, on aimerait en avoir plus, mais on a eu un peu plus cette année. Cette année 2026 marque les 80 ans du tribunal du travail, un anniversaire qui sera célébré au Yacht Club de Monaco au mois de juin. Hier au soir, le Novotel de Monaco a accueilli une nouvelle conférence organisée par le groupement politique Génération Monaco. Un rendez-vous placé cette fois sous le signe de la culture en principauté. Le reportage de Christinda Petit-Homel et Camille Caloni. Ils étaient 6 intervenants, tous acteurs engagés de la scène culturelle monégasque, venus partager leur expérience et leur vision. Parmi eux, Calypso de Sigaldi, Jordan Klein, Michel Ditlot, Isabelle Mignoni, Fabrice Alibert et Yvette Gaza-Celario. Des parcours différents, mais une même passion, faire vivre et rayonner la culture à Monaco. Cette année 2026 est assez symbolique, c'est les 40 ans des ballets de Monte-Carlo, donc on avait à cœur de commencer janvier 2026 avec ce beau thème de la culture, et puis parce que en fait c'est un des facteurs d'attractivité pour la principauté. Donc nos artistes monégasques, nos acteurs culturels monégasques qui font beaucoup de choses tout au long de l'année et qui font rayonner la principauté aussi, bien sûr au niveau local, mais à l'international. Des artistes monégasques, donc on a 6 intervenants, tous monégasques. 3 artistes monégasques dans les domaines de la littérature, de la photographie, de l'opéra et de la peinture également, puisqu'il y a une des personnes qui a une double compétence. Et puis vous allez avoir aussi le théâtre qui va être mis à l'honneur avec la compagnie Florestan. Et puis un de nos intervenants aussi qui a eu un rôle un peu plus institutionnel et qui va donc pouvoir parler un peu plus politique et le côté culturel en politique qui est aussi très très important. On l'avait annoncé donc des soirées conférences de Génération Monaco tous les 2 mois, donc un rythme évidemment soutenu, mais pour pouvoir réintéresser les monégasques à la politique, leur proposer de vrais formats conférences avec des professionnels. C'est ça un petit peu le concept novateur de Génération Monaco, c'est d'amener directement un panel de professionnels, d'experts, de spécialistes dans une thématique qui viennent leur parler directement. Donc c'est des conférences qui sont totalement neutres et qui sont là pour débattre et pour aussi avoir l'avis de personnes qui sont au quotidien, au contact des monégasques et des résidents dans leur profession. Et donc ce soir, des artistes monégasques et des acteurs culturels de Monaco. Art, patrimoine, création contemporaine, des échanges qui ont permis de mettre en lumière la richesse et la diversité culturelle de la principauté. Une conférence qui aura permis également à Génération Monaco de confirmer sa volonté de créer des espaces de dialogue autour des grands enjeux de la vie monégasque. Les photos de fin de journal de la rédaction sont consacrées évidemment au départ de la 94e édition du Rallye Monte-Carlo. Ça s'est déroulé cet après-midi avec une arrivée prévue dimanche, sans oublier bien sûr la super spéciale ce samedi à 18h du côté du Port Hercule. Épreuve en direct sur Monaco Info. À suivre dans une poignée de secondes la météo de Christinda Tomel. Vous retrouverez demain Émilie Rousseau à la présentation. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Monaco Info. À très bientôt. Au revoir.
Bonsoir à tous. Niveau météo, ce vendredi matin, ciel largement couvert sur la principauté. Les températures seront fraîches, comprises entre 8 et 11 degrés. Dans l'après-midi, le temps restera gris avec un léger crachin par moment. Et puis sinon, un temps calme mais humide, typiquement hivernale. Et en ce 23 janvier, nous fêterons les Barnards. Une citation pour l'occasion: après la pluie, la terre respire mieux. Une jolie façon de voir ce temps gris sous un jour plus positif.